Donc là, je vais déjà aller voir les disques pour être sûr qu'il les a bien reconnus. Donc, avec par exemple LSBLK. Et là, on voit bien qu'on a bien notre disque SDB et SDC. Donc déjà, au moins, on est sûr que ça a bien été reconnu. Maintenant, du coup, on va passer pour créer, je vous demandais de le créer en LVM, la gestion des disques. Donc voilà, déjà, sudo pve create, on va créer le volume physique, parce que ça, c'est la première étape. On fait notre bloc de disques, /dev /sdb /dev /sdc. Donc si on avait plus de disques, eh ben, on rajouterait les différents disques qu'on a besoin. Donc normalement, si vous avez bien tapé la commande, il vous dit que c'est créé correctement. Maintenant, deuxième étape, on va créer notre groupe, notre boîte qu'on va découper. Ça, c'est la deuxième étape. On crée une boîte dans un premier temps. On va ensuite le volume du groupe. Lui, c'est le contenu de la boîte. On a fait notre boîte physique. À l'intérieur, on va mettre 40 gigas ou 40 kilos de quelque chose à l'intérieur de la boîte. Et après ces 40 kilos, on va les redécouper en plusieurs morceaux en fonction de ce qu'on a besoin. Hein? Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est pas exactement du RAID. Enfin, c'est parce que le RAID, lui, il écrit sur plusieurs disques simultanément en fonction pour faciliter les accès. Là, il va écrire d'abord sur un disque et quand ça va dépasser un disque, il va passer sur l'autre. Donc c'est pas pour ça qu'on n'appelle pas ça du RAID. C'est pas la même gestion. Mais ça permet d'optimiser la place en n'ayant pas de perte d'espace sur le disque. Dès qu'il a fini d'utiliser, ben, il passe sur l'autre. Donc on peut vraiment optimiser tout. C'est un peu comme sur Windows où on avait vu dans la gestion des disques, il y avait les disques dynamiques où ils récupéraient des morceaux d'espace sur les différents disques disponibles pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc là, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est plus souple pour gérer les différents trucs. Donc du coup, maintenant, on va créer le volume de groupe. Tout le monde est d'accord avec ça, Ryan et tout, parce que du coup, tu avais des soucis hier par rapport au LVM et tout. C'était où que tu avais eu des soucis? Tu m'avais dit que tu avais des trucs que tu n'étais pas sûr et tout là dans les manips. D'accord. On va essayer de bien suivre les choses. Et si tu as des doutes, faut pas hésiter. Comme je t'ai dit, comme j'avais fait avec Maxime, je me pose à côté de toi et on redescend les choses. Donc sudo vg create pour volume group create et on reprécise à nouveau les disques qui vont servir dans ce groupe. Bon, là j'ai inversé SDB SDC, mais l'ordre n'a pas d'importance. Il faut juste préciser bien tous les disques qu'on veut utiliser dans ce volume. Sachant que là, j'ai que 2 disques, j'ai précisé dans mon volume physique 2 disques. J'aurais très bien pu dire dans mon disque physique 5 disques durs et dans le VG Data, enfin dans le VG Create, j'aurais pu utiliser que 2 disques durs pour utiliser les autres disques pour un autre volume groupe. On n'est pas obligé d'avoir un seul volume groupe pour faire du LVM. On peut en avoir plusieurs qui vont se baser sur le même base de PVE Create. C'est juste que ça dépend les disques qu'on insère.
Ouais. Pourquoi il me dit qu'il existe déjà dans le système? Inverser. C'est un VG. Oui, j'ai fait. Alors, LSBLK. Bon, ils sont pas montés. Ah voilà, il doit avoir ah oui, mais il doit avoir l'ancien PVE VG Group VG Data que j'avais créé. Comme du coup j'ai pas reset. Alors dans ce cas-là, on va faire sudo VG display. Donc là, on a le Ubuntu VG qui utilise VG scan. Donc, pourtant, il en voit qu'un. Remove split. Et change. Là, du coup, c'est bizarre qu'il en voit qu'un, du coup, il voit pas l'ancien, le volume groupe que j'ai créé. Mais pourtant, on dirait qu'il sait y référer. Sudo, et j'ai dit mknode, split remove, vck. Bon, sinon c'est pas grave, j'ai les commandes, je vais le faire restaurer un snapshot. Quoi que celui-là, je sais plus où je ne sais. Non, peut-être pas celui-là. Moi, celui-là, je suis sûr. Je suis sûr que j'avais pas de données du. Parce que le 6, je crois que j'avais des données en cours. J'avais commencé les étapes, donc on risque d'avoir le même problème. Ouais. Du SSH. Là, non, tu peux pas ici. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se connecter en SSH. Voilà. Donc là, je vais ajouter mes disques parce que du coup, quand j'ai fait le snapshot, mes disques n'existaient pas. Ça, du coup, tu l'as vu hier, c'est ça? Ou l'autre jour. Alors, est-ce qu'il les a vus directement? Non. Donc, on va faire un reboot. Et je me reconnecte au SSH. Donc, je pense qu'il devait référer à un fichier quelque part, mais je ne sais pas exactement quel fichier, donc on va pas perdre de temps. Donc, je me reconnecte au SSH pour que vous puissiez voir mieux. LSBLK. J'ai bien mes deux disques. Je vais pouvoir refaire mes commandes. Et là, du coup, le VG create va bien vouloir. Bon, on va voir ce qu'il dit, mais c'est bizarre du coup ça. Pourquoi il dit que le C, normalement, celui-là, j'avais pas touché au truc. C'est ls. Est-ce qu'il y a un fichier LVM?
Alors, on va regarder le fichier lvm.conf. On va voir si dans ce fichier-là, il fait pas référence à SDC. Alors, c'est moi qui me trompe de commande, je vais revérifier quand même. Des fois que je l'ai loupé de tête, c'est peut-être moi qui ai oublié une option. Non, ça c'est vraiment la configuration de base. Donc c'est pas là qu'il y a. ls, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est des profils. Voilà. Pourquoi il a décidé de m'embêter dès le matin, là, comme ça? Pourquoi il a décidé de m'embêter? Normalement, j'avais pas mis d'autres disques, donc... pourtant, il n'en voit qu'un seul, là. Bon, je vais vérifier ma commande, parce que à moins que c'est moi qui me trompe de commande. Sauf si quelqu'un me le signale ou pas, si c'est bon ou pas par rapport à la commande qu'il a utilisée. On va aller vérifier. C'est ça? Bon. Du coup, on va changer de méthode pour pas perdre trop de temps. Doc tuto. Menu. Gestion stockage. Disque, voilà. LVM. Ah, non, ok. C'est moi qui ai oublié un élément. Faut lui dire le nom du volume qu'on veut créer. C'est pour ça qu'il s'y perd. Donc, c'est la commande, on va rectifier ici. VG, comment il s'appelle là, c'était quoi? Document que je voulais non, c'était NFS. Je vais l'appeler cher. Allez, pour partage. Voilà. Il faut donner le nom du volume qu'on veut créer. Parce que du coup, c'est ce nom-là qui va servir à se référer par la suite. Donc forcément, si on ne le met pas, là c'était moi de tête qui est mal. Ça marche tout de suite mieux. Voilà, donc là on a créé notre groupe. Maintenant on va couper en morceaux ce qu'on voulait. Donc j'avais demandé, je crois, 20 et 15, non? Non, c'est pas 20.
Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, sudo lv create plus tiret L, parce qu'on va préciser une taille de 15 gigas, tiret N pour dire que c'est un nouveau volume qu'on crée, et ensuite on met le nom du volume. Donc LV Samba dans notre cas, et on dit qu'on va le prendre dans le VG. Hein, et bon, on a NFS. VG shares, avec la bonne orthographe et les bons tirets. Et donc là, normalement, on est bon. Voilà. Là, il a bien créé le volume NFS. Maintenant, on va modifier un peu. Petit L, parce qu'on va donner un pourcentage. On va dire d'utiliser un pourcentage. 100% free, c'est-à-dire qu'on utilise 100% de la place qui est encore disponible. Comme ça, on est sûr qu'il va utiliser vraiment jusqu'au bout. On n'est pas obligé d'essayer de retrouver à quel endroit se trouve le pile, le bon octet et tout. Et on va l'appeler du coup Samba. Je sais pas exactement pourquoi. Enfin, à moins que je me trompe et que le moyen ne soit pas ce que je pense. On va regarder. LV create-help. Et on va trouver le N. Si ça se trouve, le N, c'est plus ce que j'ai en tête. Non, c'est le nom. C'est pas nouveau, c'est le nom. Donc c'est moi qui avais en tête un. Donc du coup, il faut lui préciser le nom. Donc on lui précise pas que c'est un nouveau, puisque on est dans la commande create. Donc il sait que c'est censé pas exister. Par contre, il va vérifier s'il n'a pas déjà un qui porte ce nom-là. Parce que sinon, il y aura un conflit si les deux ont le même nom. Donc le N, non, c'est le nom, oui, qu'on donne juste derrière. Donc là, je crée le Samba, donc le volume Samba est créé. Après, si vous faites tab, vous avez la commande par exemple LV display qui doit vous montrer les différents volumes qui ont été créés. Donc voilà, ça. Donc ici, vous trouvez le volume LVNFS avec son chemin entier. Comme ça, si vous avez un doute sur le chemin à indiquer plus loin dans les commandes, vous pouvez le retrouver ici. Vous trouvez s'il est en lecture-écriture. Vous trouvez à quel point il se fait référence, la taille. Donc vous retrouvez tous les différents éléments des différents LV qui existent, logical volume qui existent, y compris celui de base de l'Ubuntu, qui est le système. Donc voilà, là c'était la première étape, c'était de bien créer les différents disques et les différents volumes. Ensuite, maintenant, il faut du coup leur donner une partition. Il faut lui donner un système de fichiers, sinon on ne pourra pas les monter et les utiliser comme en tant que stockage. Donc sudo mkfs.ext4 pour préciser le système qu'on veut créer, sur /dev vg share et lvnfs pour commencer, parce que de toute façon il faudra faire sur les deux.
Donc après, bah, que vous commencez par Samba ou NFS, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de faire bien la commande sur les deux. Donc normalement, à la fin, il vous dit done. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème pour lui. Et il a bien formaté et initialisé la partition avec un système de fichiers ext4. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait sur les deux. Maintenant, on a nos partitions. Les partitions sont créées, comme si on avait fait du coup dans Windows sur le gestionnaire de disque. Maintenant, c'est prêt, ils ont un système et tout. Maintenant, par rapport à Windows, ils n'ont pas encore de lettres. C'est-à-dire, on ne sait pas, le système ne sait pas comment y accéder ou vers quels éléments il va gérer. Donc du coup, on va faire maintenant le montage des partitions. Donc pour ça, il faut déjà créer les disques, enfin les partitions sur lesquelles on veut monter. Donc normalement, j'avais dit sudo mkdir /mnt /nfs et /mnt /samba. D'accord, avec ça, tu avais été jusque-là, Jassim? Ok. Oui, les commandes. Vas-y. Je mette ça là. Je vais enregistrer d'ailleurs. LVM et partage. Ok, donc là maintenant on a créé nos partages. Maintenant on va faire le montage des partitions pour dire que tel volume va être lié à tel répertoire. Parce que contrairement à Windows, ce n'est pas une lettre qui est visée, c'est un répertoire de montage. Donc du coup là on va faire sudo mount /dev/vg share lv nfs. On va commencer par le nfs. Pareil, peu importe l'ordre, il n'y a pas de. Et on va dire qu'on va le monter dans /mnt/nfs. Et on va faire la même chose pour Samba. Donc pour rappel, on ne peut pas monter deux points sur le même répertoire. Le deuxième répertoire qu'on monte va remplacer le premier. Donc il faut faire attention à ça dans les commandes. On ne peut pas monter le LVNFS, enfin, le NFS et le Samba ne peuvent pas être montés chacun en même temps sur le MNT-NFS. Voilà. Je vais la valider celle-là. Voilà. Maintenant, si on veut vérifier que tout est bien monté, on peut faire soit ls-blk. Et ici, on voit que le LV Samba, il est bien monté sur MNT Samba. Et que le LV NFS est bien monté sur MNT NFS. Donc là, on voit qu'on a bien tout monté. Jusque-là, ça va pour tout le monde. Ryan, du coup, jusque-là, ça te paraît un peu plus clair, du coup, en le revoyant et en le refaisant, ou pas? Hein? Ok. Pareil pour les autres. Ok. Donc voilà. Maintenant, effectivement, là, on a monté. Maintenant,
Si on fait ça, si je redémarre, il faudra que je refasse la commande de montage à chaque fois, ce qui n'est pas forcément intéressant. Parce que le NFS, on lui a dit 15 Go, et les disques, ils font 20 Go. Donc du coup, lui, il n'a pas besoin de s'étaler sur le deuxième disque. Comme l'autre, on a dit qu'on prenait tout ce qui était libre, il a pris le disque de 20 Go qui était complètement vide, plus les 5 Go qui étaient sur l'autre disque. C'est justement l'avantage du LVM, c'est que du coup, il prend les disques, il prend tout l'espace de peu importe le disque, il va trouver de la place, dès qu'il y a de la place, il va le prendre. Oui. Bon, éventuellement, je ferai une sauvegarde après, une fois qu'on aura fait le truc, et on va rajouter un disque après. Comme ça, on va faire l'essai. On le fera à la fin, tu m'y fais repenser, c'est tout. Oui, là, la- laquelle? Est-ce que tu as bien mis un L, grand L ou un petit L? Ouais. Avec le petit L, ça marche pas parce que tu précises une taille. Le petit L, c'est quand tu précises pas une taille. Et là, il te dit quoi? Alors, c'est là. Est-ce que tu as bien fait la commande de VG Create? Ah, oui. VG. Non, parce que là, tu n'as pas mis le nom. Il faut mettre un nom à côté de VG Create. C'est là que tu mets VG Share. Ouais. VG Create, VG Share. Et ensuite, c'est ça que tu as oublié. Oui, tu as oublié de mettre le VG Share. VG Create, VG Share, slash dev SDC, slash dev SDB. C'est pour ça, c'est le problème que j'avais au début. Oui, ici tu mets le nom. Oui, pour garder le même truc pour la suite de l'exercice. C'est le même problème que j'avais au début. J'avais oublié de mettre le nom aussi. Ouais. Alors, ah, ok. Regarde. Ici, tu vois, SDC, en fait, c'est ton disque système. C'est le disque 4 bouts. Tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il a déjà une partition. En fait, tes disques que tu vas utiliser, c'est le A et le B. En fait, c'est pour ça que du coup, les commandes que j'ai, après, il faut les adapter des fois en fonction du système. Tout ce qui est SBC, je peux utiliser. Oui, c'est ça. Le A et le B. Donc, il faut que tu modifies les commandes pour adapter. Donc, le C, tu transformes en A. Également. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a déjà le serveur Ubuntu dedans. Mais comment ça avait créé Ouais, mais il avait dû créer qu'avec le C. Tu vois, il dit qu'il avait pris que le B. Il n'avait pas pris le C. Des questions sur le programme? Ouais, sur le programme, c'était 2 jours sur la téléphonie. Bon, on va faire peut-être un petit peu plus, on verra dans les trucs, mais pour ce qu'on fait, parce que la téléphonie, on reste sur la base de la téléphonie. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment créer des lignes téléphoniques et comment configurer ces lignes téléphoniques-là dans un téléphone SIP. Ça va pas spécialement plus loin. On touche pas au réseau différent entre le DP, TCP, non, les ports, on va les voir, mais on va pas retoucher, on va pas changer les ports et tout. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en place sur le serveur un serveur de téléphonie, chacun ira créer des lignes, et on verra aussi pour faire en sorte que ces lignes-là soient accessibles de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous prenez votre téléphone portable qui est en 4G et que vous le configurez bien, vous pouvez utiliser le FreePBX qui aura été créé ici pour passer des coups.
pour passer des coups de téléphone vers les autres membres du FreePBX. Donc, du coup, non, on va pas, c'est pas là où on va très loin dans la téléphonie. Après, je t'entendais pas parler de packet tracer. Effectivement, dans les Cisco, pour la téléphonie, en général, ils ont un protocole spécial qui permet de faire passer deux VLAN sur le même câble. Un pour la téléphonie et un pour le. Ça, on verra pour le voir aussi. Mais non, la téléphonie n'est pas le. C'est un petit morceau, mais on va pas très loin. On fait même pas d'appel on crée même pas de conférence. Bon, si ça avance bien, on le fera quand même, mais voilà, c'est savoir programmer un transfert d'appel, ça reste vraiment sur des bases. C'est pour ça que dans le planning, ce que tu as regardé par rapport au planning, c'est ça? Oui, c'est pour ça que j'avais dû mettre 2 jours. Bon, on verra en fonction de comment ça avance, mais voilà, on va pas passer une semaine dessus non plus, mais de toute façon, on le revoit dans le moment des révisions. On revoit comment créer une ligne et comment la configurer. Parce que ça peut tomber en mise en pratique à l'examen. Non, après, ça passe par des trucs extérieurs, mais il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Même si c'est un truc extérieur, des fois, c'est pas forcément, ça peut être quelqu'un de la boîte qui va s'occuper de créer les lignes. C'est pas forcément toujours la boîte extérieure. Elle fournit les accès, la configuration et tout, mais s'il y a une ligne à rajouter, il peut y avoir ça peut être fait par un opérateur interne à l'entreprise. Donc non, effectivement, c'est possible que j'avais mis effectivement 2 jours seulement pour ce qu'il y a, Mais effectivement, après, on jettera un œil, mais vous verrez qu'avec le FreePBX, on peut aller faire énormément de choses, hein. Bon, après, il y a pas mal de choses aussi qui sont bloquées derrière des versions payantes, mais pour la base qu'on veut, parce que théoriquement, si tu fais un FreePBX que tu héberges chez toi et que tu l'ouvres vers l'extérieur, si tu as des gens qui sont loin ou quoi, ou qu'il n'y a pas des problèmes de WhatsApp ou quoi, tu peux théoriquement appeler les personnes avec le FreePBX directement. Même à l'autre bout du monde, du moment que la personne a accès au serveur. Bah, sur la Freebox, au moins sur la Delta, tu peux créer des VM, donc tu peux créer une VM FreePBX dessus si tu veux. Hmm. Mais bon, il faut que l'entreprise soit soit sur ce réseau de FreePBX, quoi. Mais si elle l'est, si tu l'as ouvert un accès ou quoi, oui, tu peux l'appeler via cette ligne-là, quoi. Donc voilà, on verra éventuellement pour faire le test, vous appelez de vos téléphones portables en utilisant un FreePBX qu'on aura installé sur un serveur et ouvert vers l'extérieur pour faire un petit test, montrer que ça marche. Mais c'est là qu'on aura effectivement besoin de connaître les ports. C'est ça. Non, là, il n'y a pas de surtaxe du coup. Et on peut voir que une fois qu'on a mis en place ça, on aura un tableau de bord où on voit les volumes de données, des communications en temps réel, pour savoir si ça prend beaucoup de bande passante et tout. Hein, Udin? Ah, je connais pas. Hmm. Ah oui, d'accord, oui, un peu comme Wireshark qui chope tout ce qui se passe. Ça, bon, pareil, le Wireshark, on va pas le voir en détail, mais on va le voir un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qui peut avoir, quelques filtres de base et tout pour la surveillance. Bon, il y en a qui avaient oublié que c'était un présentiel ou quoi. Je vais pas rappeler, mais hein? Non, mais ça fait partie de la partie un peu savoir analyser le réseau.
peuvent potentiellement demander si tu as un outil qui permet d'analyser du réseau et quel genre d'informations passe par le réseau. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas eu de question il n'y a pas eu de question où il fallait analyser un morceau de sortie de Wireshark. Bon, je dis bien jusqu'à présent, parce que là, du coup, il y a eu des questions qui n'étaient déjà encore jamais sorties, donc bon. Euh, hein? Bah, il y avait un morceau d'un fichier de réponse automatisé de WDS à analyser. Et sauf que ça, effectivement, on a vu WDS, on n'a pas vu le fichier je vous ai dit qu'il y avait possibilité d'avoir des fichiers d'auto-réponse pour que ça se fasse automatiquement, mais on n'en a pas créé, on n'en a pas lu du moins. Donc, à un moment, on reprendra ça pour le rajouter. Du coup. Bon, après, c'était pas non plus, après par déduction, tu arrivais à déterminer, puisqu'en fait, tu avais crédential, login, password, OU, user. Donc en gros, c'était ça disait bah, le PC où l'utilisateur va être rentré dans tel OU automatiquement quand le W sera créé et tout. Donc bon, par la logique, ça se lisait, quoi. Mais quand t'es dans le bain avec le stress de l'examen ou quoi, tu peux, ta logique, elle est pas forcément toujours là. Donc, je l'ai pas encore, ils ont pas encore terminé, ils sont dans les. Voilà, souvent c'est dans à peu près 80-90% à peu près de réussite. Hmm. Donc après, sachant que après, si jamais vous ratez un CCP, vous avez un an pour le repasser. Donc tout est pas, il n'y a pas besoin de refaire la formation en entier. Deux. Ouais. Donc du coup, ça laisse un peu moins de battements qu'à une époque, parce que la version d'avant, il y avait 3 modules. Donc du coup, ça te laissait un peu. Ah, c'est le module, c'est ceux qui sont dans le. Je vais juste mettre en pause. FSTab. Donc, cd /etc. Et là, je vais faire cp fstab vers fstab.save avec le sudo. Ça, du coup, c'est pour sauvegarder le fichier en cas de souci. Donc, copie fstab vers fstab.save. Bon, après, vous pouvez mettre n'importe quoi à la place de save. Le tout, c'est de rajouter quelque chose derrière le fstab. J'aurais très bien pu mettre SOS fstab. Ça m'arrive des fois de faire ça. Hein? Donc là, c'est juste pour faire une copie de sauvegarde. Donc maintenant, on va éditer ce fichier. On va mettre un commentaire LVM et on va mettre /dev /vg-share v lv nfs vers mnt nfs ext4 pour repréciser l'extension, enfin le système de fichiers utilisé. Défaut pour les options par défaut 0 et 2. Et on fait la même chose pour le Samba.
slash samba ext 4 défaut 0 2. Donc en mettant ces deux lignes là, du coup, elles vont devenir permanentes, puisque à chaque fois qu'il va lire le fichier fstab au démarrage, il va lancer cette commande là. Et il sait que c'est la commande mount automatiquement lui, quand c'est à cet endroit là. Un petit trou, on va vérifier tout de suite dans le fichier. Normalement, je l'avais indiqué, je crois. Il est où mon fichier? Il est là. Linux. Doc tuto. Linux. Gestion. Je crois que c'est celui-là ici. Est-ce que je l'avais mis? Est-ce que j'avais l'explication dessus? Non, là j'avais tous les trucs de défaut, j'avais plus le 0,2. Je vais vérifier. Non, c'est pas ça. Donc là, je l'enregistre, je vais quitter, je vais essayer de te retrouver ça. Yes, ça. Le défaut, ça c'est justement toutes ces options qui sont ici. C'est-à-dire qu'il est en lecture écriture. Ça c'est qu'il exécute avec un UID spécifique au système. Dev, c'est que tu l'autorises l'accès au dispositif du système, notamment du coup le /dev/vgshare, parce que si du coup tu lui donnes pas accès, bah il peut pas l'utiliser. Exec, dedans il y a exec, c'est-à-dire que tu l'autorises à lancer des programmes qui sont hébergés qui seraient hébergés dans ces disques. Si tu le mets pas, bah les fichiers bin, les scripts et tout seraient pas utilisables, les différentes commandes. Auto, c'est que ça le monte automatiquement au démarrage du système. Bon, là, celle-là, par contre, je sais pas, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que du coup, tu interdis au nom, ah si, ok. Si tu mets ça, en fait, tu empêches les gens de tenter de le monter ou le démonter à la main s'ils sont pas administrateurs sur ce système. Et asynchrone, ça veut dire que des fois, tu peux avoir des enregistrements qui vont être faits d'un côté, mais qui vont pas être répercutés instantanément dedans. Il peut y avoir un petit délai entre les deux. Hein? Tout ça, c'est ce qui est dans la commande défaut. Hein? Oui, mais je crois que c'est pour optimiser le temps de trafic que ça sert. Donc effectivement, après, les partages, on a tendance à les mettre en synchrone et tout. Mais au niveau du disque, là, tu es sur le disque, le disque, il est local pour l'instant. T'es pas sur tu l'accèdes pas pour l'instant en distance. Donc là, du coup, il a moins le problème de risque de coupure entre deux sur le trajet du réseau. Contrairement à quand tu es en mode partage. Bah là, faudrait mettre défaut, faudrait mettre, je crois, RW, virgule SUID, virgule def, virgule exec, virgule auto, virgule non-user, virgule sync. Après, il y a peut-être un nom qui remplace défaut, il y a peut-être défaut sync ou un truc comme ça, mais là, j'ai pas été assez loin dans le détail pour vous dire. Mais il y a forcément un moyen. Il y a forcément un moyen de le faire du coup. S'il propose async par défaut, il y a forcément la possibilité de le mettre sync également. Donc j'étais en train d'essayer de retrouver le 0 et le 2. Hein? Oui, après, si tu as rajouté les commandes, tu peux le... Ok, d'accord. Ok, voilà. Le 2 c'est
le 2 c'est la priorité. Le boot, lui, il dit que le système qui a le boot doit être à 1 pour être prioritaire. Sinon, il risque de lire celui qui n'est pas le boot en premier et ça risque de poser des soucis au démarrage. Et il dit que les autres systèmes doivent être à 2. Les systèmes qui sont pas le système qui va servir à booter la machine doit être à 2 pour le deuxième ordre de priorité. Et si tu mets à 0 à la place de 2, bah il sera pas lu du tout. Il va en gros ignorer plus ou moins la ligne puisqu'il va pas lire le fichier. Il va pas lire le système de fichier. Donc c'est pour ça que c'est 2. Et le 0 d'avant, c'est dump, c'est-à-dire que quand il doit vider des données et tout du système et tout, ou qui du coup il doit peut-être le démonter à certains moments pour pouvoir faire des opérations de maintenance dessus. Donc en général c'est à 0 pour pas qu'il y ait justement d'évacuation et de déchargement du système de fichiers. Voilà. Donc là du coup avec ça on l'a rendu. Donc là je vais le mettre LVM. Donc slash dev vg share lv nfs vers mnt nfs défaut 0,2. J'ai mis... Ah oui. Samba. Donc là j'ai mis entre avec le dièse devant pour dire que c'est à l'intérieur, pour que ça soit pas lu si on lance le script. Hein. Que j'ai pas mis la commande echo là et tout, mais voilà, c'est pour dire qu'à l'intérieur de ce fichier là, c'est ça qu'il faut mettre. Et ensuite, bah du coup, on a fini de faire la partie création des volumes. Les volumes sont opérationnels. On peut mettre des fichiers dedans et tout. Il n'y a pas de problème. On peut vérifier que ça fonctionne. Je peux aller dans slash mnt nfs. J'ai oublié le slash. Et là, je vais faire nano nfs.txt par exemple. Non, dans le fichier, il n'y aura pas besoin de mettre le dièse, mais c'est parce que là, si par exemple tu prends ces commandes-là, que tu les rebalances dans un script, il va exécuter toutes les commandes. Mais si tu lui laisses les autres, il va pas les comprendre en fait. Ouais, tu rentres dans le fichier et tu recolles sur le dièse. Donc voilà, là je vais créer un fichier NFS dans le répertoire NFS et un fichier SMB dans le répertoire SMB, comme ça sera fait. On pourra bien voir la différence entre les deux. Voilà, cd slash mnt slash samba. Et je refais pareil. Samba.txt et ça montre bien que il y a bien quelque chose qui est relié derrière puisqu'on a bien pu écrire dedans. Voilà, j'ai bien mon fichier Samba qui est là. Donc voilà, ça c'était pour la partie création des disques. Maintenant, il y a le partage. Donc là, je vais mettre ici partage. On va commencer par le Samba. Donc, sudo apt update, sudo apt install Samba. Pour commencer, ça c'est les deux premières commandes à faire.
apt update. Ah, est-ce que j'étais pas sur un autre réseau quand j'ai... Si. Sudo nano. Euh, 50.2.1.1 50.24, est-ce que je suis bien sur le bon là, du coup j'ai pas internet. Custom VNet 1, c'est bien le NAT. Et il est bien en 50. Normalement on devrait être bon. Là l'adresse 5254, 50.2. Euh, 54. La route c'est bien 2. Ouais. Sudo netplan apply. Ouais, d'accord, bon, j'ai eu un petit bug sur la connexion. Là, c'est l'apt update que je fais pour installer, avant d'installer Samba. Apt installe Samba, parce que c'est Samba qui va permettre de faire le partage entre Linux et Windows. Donc là, on l'installe, on le laisse installer. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai le Samba qui est installé. La première chose que j'avais dit qu'il fallait faire, c'est de créer un mot de passe pour un utilisateur du système qui sera autorisé à accéder au partage Samba. Donc pour ça, c'est sudo smb passwd et le nom de l'utilisateur. -a et le nom de l'utilisateur. Donc là, je vais prendre serveur du coup. Parce qu'il faut prendre un utilisateur du coup qui existe déjà dans votre système Linux. Mais par contre, le mot de passe que vous indiquez n'est pas besoin d'être le même que le mot de passe classique, le mot de passe de votre utilisateur. En général, il vaut mieux éviter de mettre le même. Et à propos de la sécurité des mots de passe, il faudrait que je vous retrouve une petite photo que j'avais trouvée. Quelqu'un qui avait voulu tester un petit peu la réaction des gens. C'était marrant. Donc, voilà. Là, maintenant, on a créé notre utilisateur, enfin, qui sera autorisé à accéder à Samba. Passwd-a. Et là, je mets serveur, mais c'est adapté en fonction de votre utilisateur à vous. Maintenant, il faut aller dans le fichier Samba et smb.conf. C'est ce fichier-là qui va nous intéresser. Puisque c'est là qu'on va déterminer qu'est-ce qui va être partagé. Oui, non. J'essaie de me rendre dans un fichier avec la commande de changement de répertoire, ça marche moins bien. Voilà. Ici, vous allez directement tout en bas du fichier. Et là, le plus simple, c'est de récupérer la base que je vous avais donnée pour aller plus vite. Donc, qui se trouve dans partage dossier sous Linux.
C'est pour dire qu'il a accès à... Non, j'avais vérifié, c'était -all, donc c'est qu'il a accès à tous les partages de base normalement. Là, c'est juste que j'ai des espaces qu'il faudra que je retire. Ça peut marcher avec les espaces, mais des fois, il y en a, ils sont têtus avec les espaces. Donc, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est la partie entre crochets. Parce que entre crochets, ça va être le nom qui va apparaître dans Windows en tant que nom de partage. Donc, si vous ne le mettez pas, Windows va rien pouvoir afficher, puisqu'il n'aura pas de nom. Donc là, on va l'appeler par exemple Samba, tout simplement. Ensuite, le pass, c'est le chemin qu'on veut partager. Donc ici, ça va être MNT Samba. Browsable, ça veut dire qu'on peut voir les choses qui sont à l'intérieur de ce répertoire-là. Read Only, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire aussi dans le répertoire. Guest OK, ça veut dire qu'on n'accepte pas les personnes qui ne sont pas autorisées, enfin qui n'ont pas de droit d'accès au SMB, mais on pourrait le mettre pour que tout le monde puisse y avoir accès, même s'ils n'ont pas de mot de passe SMB et tout. Writable, donc du coup, ça veut bien dire qu'on peut écrire aussi. Et Valid User, c'est les noms d'utilisateurs qui sont autorisés à accéder à ce répertoire-là. Si vous avez plusieurs, vous mettez virgule, espace et un autre utilisateur. Vous pouvez voir au-dessus, là par exemple, il y a marqué whitelist, route, virgule, espace, LP admin, le arrobas c'est pour, normalement, je crois que c'est pour viser un groupe, pour ajouter un groupe d'utilisateurs directement. Pour pas avoir ajouté à la main 150 utilisateurs. S'ils sont des groupes, vous mettez les groupes directement, ils seront autorisés. Donc là, oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, du coup, il n'y aura qu'un seul utilisateur, le serveur. Donc une fois qu'on a mis ça, il n'y aura même pas que route et admin, mais tous les utilisateurs en rappel au-dessus. dans quoi, ici là, dans le LP admin? Non, sur la première ligne, est-ce qu'il remet tous les utilisateurs possibles? C'est-à-dire sur la première ligne, le valid user ou sur le... Ah, whitelist, ça c'est lié à autre chose. C'est lié là, c'est lié au printer, à la partage d'imprimante. Parce que le Samba partage aussi les imprimantes. Si tu es sur Linux et que tu as une imprimante qui est reliée avec un pilote Windows, il va pouvoir faire la liaison pour que tu puisses imprimer de ton Linux sur l'imprimante. Autorisé à imprimer en gros. Par défaut. Donc là, nous c'est pour ça qu'on le met complètement en bas, comme ça on sait que c'est... on pourrait le mettre à d'autres endroits, mais au moins là, on sait que c'est ça. Donc si après vous avez un partage que vous voulez monter directement juste en lecture seule, bah, suffit de modifier l'élément. Si vous avez plusieurs partages en bas que vous voulez partager, et bah vous faites un bloc à chaque fois pour chaque partage que vous voulez mettre. MNT Samba. Et le nom d'utilisateur, du coup, ici, ça sera serveur. Et ensuite de mémoire, fallait juste reload le Samba, je crois qu'il y avait autre chose. Non, je crois que j'ai oublié quelque chose. Bon, on va vérifier. Ah oui, il fallait vérifier mettre le bon nom d'utilisateur pour qu'il ait bien les bons droits. C'était ça qu'il fallait. Parce que pour l'instant, on a créé le répertoire,
Mais le répertoire, comme on l'a créé avec un sudo, c'est root qui est propriétaire et groupe utilisateur. Donc du coup, là, on va modifier ça pour que ça soit bien nous, enfin l'utilisateur qu'on a mis dans Samba, qui soit autorisé à pouvoir écrire. Parce que comme dans Windows, c'est toujours la priorité du répertoire lui-même, local, qui va prendre le pas sur le partage. Même si on met partage à tout le monde avec tous les droits, si le répertoire derrière n'a pas le droit d'écriture, eh ben, la personne n'aura pas le droit d'écriture. Là, c'est la même chose. Donc du coup ici, sudo chown pour changer le propriétaire. Ensuite, vous mettez l'utilisateur que vous voulez être propriétaire et le groupe des utilisateurs qui seront autorisés à faire des éléments. Bon, là on peut remettre serveur parce que de toute façon, on a dit qu'il n'y avait que le compte serveur qui était autorisé à accéder au Samba, puisque c'est le seul qu'on a mis dans les autorisations et qu'on a créé des mots de passe. Et on l'applique du coup à MNT Samba. Comme ça, maintenant, c'est bien serveur. Après, logiquement, ça devrait marcher comme ça. On pourrait ne pas être obligé de repasser en 770, puisque par défaut, le propriétaire a le droit d'écriture sur le répertoire. Et étant donné qu'on a le seul utilisateur qui sera autorisé, ça va être serveur, qui est le propriétaire, on pourrait ne pas remodifier les droits. Par contre, si du coup on a plusieurs utilisateurs potentiels qui sont dans le groupe et qu'on a déclaré, là oui, il faut passer du coup avec le chmod 770. Donc on va le faire quand même. Sudo chmod 770 pour dire que le propriétaire et le groupe utilisateur ont les droits d'écriture, chacun, et que les autres qui ne sont pas dedans n'auront aucun droit, même pas de visibilité. Et on l'applique à MNT Samba. Donc, mais effectivement, si on n'a qu'un seul utilisateur, on n'est pas obligé de le faire, puisque l'utilisateur est déjà propriétaire et déjà à 7. Donc, ce n'est pas obligé, mais ça dépend de ce ça peut être utile de le faire quand même. Donc voilà, c'était ça. Le bloc-notes, il est là. Sudo chmod 770 /mnt /samba. Après, bon, on redémarre du coup maintenant le système de Samba pour qu'il relise la nouvelle configuration. Et après ça, on va pouvoir le tester. Voilà. Normalement, là, il est restauré. Maintenant, on va sur notre machine Windows. On va dans l'explorateur de fichiers. Et on fait comme si on accédait du coup à un poste distant ou à un NAS. 192.168.50.254 qui est l'adresse de la machine. Et normalement, du coup, si les choses sont bien passées, on voit les répertoires qui sont partagés. Ici, on n'en voit qu'un. Mais si on avait créé plusieurs blocs de partage, on pourrait avoir les autres aussi. Après, bah là, il va vous demander normalement votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, il y en a où hier, ça n'a pas forcément demandé. C'était juste un peu une coïncidence parce que du coup, le nom d'utilisateur et le nom et le mot de passe étaient le même sous le Linux au niveau du partage Samba que sur le Windows. Donc du coup, il a auto-switch, il a auto-repéré les éléments. Mais ça, c'est un peu un coup de chance, on va dire. Normalement, il est censé demander. Donc du coup, j'ai dit que c'était serveur qu'on avait mis comme nom.
et le mot de passe. Voilà. Et là, on retrouve bien notre fichier Samba. J'ai pas mis, pourtant j'avais bien mis les... Donc apparemment, j'ai pas eu les droits. Ah non, c'est uniquement sur le fichier Samba, parce que du coup, j'avais pas mis le tiret R, donc du coup, il est toujours en route. Il est toujours en route comme utilisateur. C'est pas de serveur qui a les droits dessus. C'est pour ça. Donc, parce que oui, j'ai pas mis le R, mais j'avais oublié que j'avais créé un fichier dedans. Mais du coup, on a bien les droits d'écriture puisque j'ai pu créer un nouveau fichier. Et si j'essayais de mettre un autre élément de la machine dedans, et ben j'y aurais accès. Si je mets une icône, par exemple, je vais bien la retrouver dans mon Samba, on va voir. Hein. cd/mnt Samba ls. On retrouve bien le nouveau document texte et le raccourci vers le programme que j'ai mis. Donc, on voit que ça a fonctionné. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la partie, du coup, partage Samba? Ce qui peut, du coup, servir, on peut avoir un vieux PC on met un Linux, on fait le partage et on s'en sert de NAS pour stocker des données en tout genre et pouvoir le partager avec plusieurs équipements de la maison. C'est dans la commande chon et chmod, dans les deux en fait. Ici. Et donc là, normalement, maintenant, s'il prend bien à la volée, voilà. Là, j'ai pu enregistrer mon fichier parce que maintenant, il a les autorisations. Parce que comme j'avais créé effectivement ce coup-là le fichier avant de changer les droits, et que le -R, lui, c'est ce qui permet justement de transférer les droits à tous les fichiers tous les fichiers et répertoires déjà présents. Là, du coup, je l'avais pas fait, on a vu que ça peut poser des problèmes si on le fait pas en fonction. Bon, après, on peut très bien, du coup, décider aussi que certains fichiers, ils vont être là, on veut pas que ça soit supprimé, donc on va le laisser en tant que route, ils seront visibles, mais les gens pourront éventuellement rentrer dedans mais pas toucher. Par exemple, si c'est des informations sur comment utiliser le NAS ou des informations comme ça, on ne veut pas qu'ils soient modifiés, mais que les gens au moins soient au courant, et ben voilà, le fichier au moins il est là, personne ne peut l'éditer. Donc voilà, ça c'était du coup le partage en Samba. Plutôt à destination du coup des ordinateurs Windows. Maintenant du coup on va voir le partage NFS. Donc là, on va refaire la sudo apt update. Bon, on l'a fait juste avant, donc il n'y aura pas de changement, mais on va le refaire quand même. Parce que si au moins si vous reprenez le fichier, au moins si vous ne faites pas le premier bloc, au moins ça vous oubliez pas de le faire. Et sudo apt install nfs kernel serveur. Donc on ne l'a pas collé. Sudo apt install nfs-kernel serveur. C'est-à-dire qu'on installe comme sous Windows à l'équivalent d'un rôle qu'on va configurer derrière. Voilà. Donc là, il est installé. C'est ça. Maintenant, il faut aller dans un fichier qui s'appelle le fichier export. Donc on va
faire. Hein? Et il t'a répondu qu'il a trouvé quelque chose ou pas? Mais normal. Ouais, mais c'est pas la commande, c'est pas Ubuntu, c'est NFS kernel server. Après, peut-être qu'il y a, il y a sûrement des paquets. Ah, oui, mais le desktop, du coup, on considère qu'il est déjà installé. Là, le NFS kernel server, ça, tu le fais toujours sur le Linux server. Oui. Mhm. Ça dit quoi? J'ai pas entendu. Oui, mais parce que toi, ton utilisateur, il s'appelle comment? Serveur ou pas? L'utilisateur de ton Linux. Ou il s'appelle Ryan. Ouais. Bah, du coup, il faut remplacer serveur par Ubuntu. Par le nom de ton utilisateur que tu te sers. Donc oui, normalement, c'est Ubuntu. C'est pour ça qu'il t'a refusé. Comme j'ai dit, il faut utiliser un utilisateur qui se trouve sur ton système Linux. Sinon, ça marche pas. Ou sinon, il faut que tu crées un utilisateur qui s'appelle serveur. Donc sudo nano etc export. Donc ici, on va tout simplement mettre le chemin. Ah, tout simplement. De ce qu'on veut exporter. Avec ensuite les réseaux qui sont autorisés à accéder à ce partage. Donc en l'occurrence ici, il s'agit du réseau 50, puisque notre machine est sur le réseau 50, et l'Ubuntu serveur qu'on va utiliser est aussi sur le réseau 50. Donc là, on peut réutiliser la commande qui est ici, là, l'exemple. C'est-à-dire le RW pour read and write. La synchronisation pour que les enregistrements soient directs, les éléments soient répercutés automatiquement dès qu'on les fait. Et le no subtree check, ça enlève certaines vérifications de l'arborescence et tout pour optimiser les performances. Et après, bah, si on avait un autre réseau, on mettrait la même ligne en adaptant le réseau. Donc là, c'est pour dire que c'est à l'intérieur. Et après, bah, on quitte le fichier. Et après, là, pareil, il faut remettre les droits et le propriétaire au bon utilisateur. Donc du coup, on refait le sudo ch own -r parce qu'on a le fichier NFS qui existe dedans. Serveur vers mnt nfs. Ce coup-là, parce que tout à l'heure on l'a fait pour Samba. Et on va faire le chmod aussi. Ouais, chmod-r 770 sur mnt nfs pour avoir les droits. Pourquoi on met ça dans un dossier export en fait plutôt que faire un dossier Non, c'est pas un dossier export, c'est un fichier. En fait, c'est le fichier export, c'est le fichier qui va l'équivalent du fichier smb.conf. C'est-à-dire c'est le fichier que le NFS va lire pour savoir qu'est-ce qu'il doit transférer et donner les accès.
vers un autre ordinateur. Donc c'est l'équivalent pour le NFS du fichier smb.conf. Normalement, il a été installé quand tu as installé le NFS kernel. Oui, il se crée quand tu fais le NFS kernel. Parce qu'il est vraiment lié au NFS, ce fichier-là. Sinon, il n'existe pas. C'est pareil, le fichier smb.conf n'existe pas tant que tu n'as pas installé Samba. Donc du coup là on redonne les droits. Donc sudo chmod 770 sur mnt nfs avec le grand R. Voilà. Donc maintenant il faut reload le fichier export pour qu'il relise les différents partages. Je crois que j'ai un doute. C'est export fs. -R. Voilà, donc là il relie l'exportation des systèmes de fichiers. Et après il faut reload le kernel pour qu'il reprenne bien toutes les informations qu'on a appliquées, y compris les droits. Voilà. Normalement, s'il y avait eu une erreur, il vous l'aurait déjà dit à cet endroit-là. En fait, il relie le fichier export qu'on a modifié pour mettre à jour toutes les lignes qui sont dedans. Le -A, c'est pour all. Donc si on avait rajouté 25 lignes, c'est pour lui dire de relire toutes les 25 lignes. Si on le met pas, il va lire peut-être que la première ligne ou quoi du fichier pour voir si elle a été modifiée. Donc en fait, lui en fait normalement il a déjà un fichier d'exportation qui est en mémoire. Donc quand tu fais l'export fs, il va relire le fichier qu'on a modifié et le renvoyer en mémoire pour avoir les dernières informations. C'est un peu comme le fichier update. Le fichier update, si tu n'as pas mis à jour, bah, tu vas pouvoir installer un programme, mais si ça se trouve, il y a peut-être une nouvelle version de ce programme qui est sortie. Donc tu es obligé de faire l'apt update pour qu'il relise ce fichier-là, qu'il le mette à jour. Donc c'est un peu le même principe. Il renvoie en mémoire ce qu'il a. C'est un peu comme dans Windows, si tu faisais une modification sur on va dire ton DNS et tout, et que ton DNS n'était pas forcément mis à jour en temps réel, il faut reload ton DNS pour qu'il prenne à jour les nouvelles règles, par exemple. C'est un peu l'équivalent de ça. Faut qu'il remette à jour. C'est comme pareil, ou sinon une autre chose, Windows, les droits, si tu changes si tu es connecté à ta machine, que tu changes les droits pour être administrateur, pour être dans d'autres groupes, tant que tu n'as pas quitté ta session, les droits ne s'appliqueront pas. Donc ça veut dire que même si tu t'es mis en administrateur et tout, que tu essayes de lancer une commande administrateur, il va dire que c'est refusé, parce que comme tu es en cours, le fichier est déjà en mémoire, les droits, c'est pareil. Du coup, lui, il a déjà un fichier qui est en mémoire, il faut qu'on le recharge. Et c'est pour ça qu'on recharge aussi le service derrière, pour que lui, il redescende bien tout et qu'il vérifie qu'il ait bien les bonnes informations et les dernières. Donc voilà, là normalement, on l'a fait. Oui, bien sûr. La ligne qu'on a rajoutée. Oui.
parce que par sécurité, on ne va pas forcément partager ce répertoire-là à tout le monde. Bon. C'est juste qu'on veut que ça reste que dans ce réseau-là. Si quelqu'un essaie d'y accéder d'un autre réseau, bah, il aura pas accès, parce que s'il y a des données confidentielles ou quoi, bah, au moins on renforce la sécurité en disant qu'il n'y a que ce réseau-là qui puisse accéder à ce partage. Là, si par exemple, là, le Windows, j'ai pas encore mis le client NFS, mais si j'essaye d'y accéder à partir de mon Windows qui n'est pas dans le même réseau, normalement, ça devrait pas marcher. Enfin, je dis bien normalement parce que du coup, comme là, on est en NAT et qui passe par la carte réseau, ça devrait quand même y accéder. Mais si on n'était pas en NAT, que c'était vraiment un ordinateur qui était sur un autre réseau et tout, normalement, on pourrait pas y accéder parce qu'il n'est pas autorisé. Après, il y a une commande, normalement, si on remplace si on remplace le réseau par 4x0/0, là, ça veut dire qu'il va écouter tout. Normalement, tous les réseaux pourront accéder à ce partage-là. Si on met pas de ligne, il n'y aura pas de partage. Non, s'il n'y a pas de ligne, c'est comme si dans Windows, tu avais ton répertoire, mais que tu n'avais pas activé le partage. Ça revient au même. Parce que du coup, tant que tu n'as pas d'éléments dedans, bah, il sait pas où aller chercher. Le SMB, c'est pareil. Il y a le fichier smb.conf qui existe déjà, mais tant que tu n'as pas mis les informations du répertoire que tu veux partager, bah, il peut pas le voir. Donc effectivement, ça existe, mais si tu regardes, si je remonte dedans, bah, on rajoute une deuxième ligne avec le réseau qui va bien. La même ligne, tu changes juste l'adresse du réseau. Et là, tu vois, par défaut, tout est en bleu, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est dispo. Ici, il te met juste des exemples de partage. Avec justement nos subtree. Là, tu vois, ici, tu peux même le restreindre à un nom d'hôte. C'est-à-dire qu'il y a seulement les machines qui porteront ce nom d'hôte qui seront autorisées. Même pas un réseau, ça, tu peux réduire carrément à un nom de machine qui sera autorisé. Et donc là, bah, c'est des... Ouais. Donc là, il n'y a que 2 machines qui peuvent accéder à ce partage. Du coup. Et donc du coup, c'est pour ça, là, on n'a qu'une seule ligne blanche, c'est la seule qui va lire. Donc tant qu'il n'est pas rempli, il n'y a pas, et tant que du coup tu n'as pas refait l'export FS, bah du coup il va pas lire le fichier. Donc voilà, là on l'a fait, normalement, pour ce côté-là, côté serveur, on est bon. Maintenant il reste du coup le parti côté client. Et c'est là qu'il y a eu des fois des trucs un peu étranges hier. Donc on va voir ce que ça va donner. Je l'ai pas réessayé, donc on va voir. Là j'ai vraiment juste installé. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. À savoir si jamais chez vous l'installez et que vous avez un écran noir après le chargement et qui veut rien savoir, des fois c'est lié dans les settings de la VM. Au niveau de l'écran, il faut désactiver la 3D. Des fois ça peut... Il y a des cas où ça a bugué l'affichage. C'est pas toujours le cas. Oui. Si vous avez un écran noir et que à la place de celui-là. Ça peut être lié à ça, il a un problème graphique de pilote. Quand il est grisé, c'est-à-dire que tu... Ouais, sinon essaie d'appuyer sur la touche de contrôle là-dessus pour des fois aussi. Non. Ah, c'est parce que du coup faut le désactiver, ça se désactive quand la machine est éteinte. C'est une option qu'on peut pas désactiver à chaud. Donc voilà, là j'ai du coup ma machine
en version graphique. Donc ici, on va cliquer sur la petite barre en haut et on va taper terminal. Enfin, vous pouvez taper juste terme, vous trouvez. Pour se retrouver là, pour pouvoir monter du coup le partage qu'on a créé. Donc sudo mount, l'adresse de votre machine, ou la machine où est hébergé le partage, deux points, slash, et le point, non j'ai oublié un truc, sudo make dir, là il faut d'abord créer un répertoire dans lequel on va monter le partage. MNT, et on va faire NFS client. Ça, on sait que c'est dans ce répertoire-là que sera monté le répertoire NFS, le partage NFS. Donc du coup, sudo mount, l'adresse IP de la machine, deux points, slash mnt, slash nfs, puisque c'est le chemin d'accès sur lequel on fait le partage, vers mnt nfs-client. C'est-à-dire le point vers lequel on va le monter ici, sur la machine cliente. Normalement, ils sont lequel, le NFS client. Si, je l'ai créé juste. Je l'ai créé juste avant. J'avais commencé à taper la commande et je me suis dit j'ai oublié de créer le point de montage. Et là, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, ça ici, du coup, c'est un message que j'avais eu notamment avec Willy. Il me disait qu'il lui manquait quelque chose. Parce que, non, en général, il est censé lire le NFS par défaut, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, si jamais vous avez un problème ici, il faut faire sudo apt update pour être sûr d'être à jour. Et le sudo apt install nfs-common, les éléments communs du NFS. Hier, quand on avait essayé, ça avait marché comme ça. Sudo apt install nfs-common sur la machine client. Sudo apt install nfs-common. Et donc là, on va réessayer notre commande pour voir. Là, déjà, il ne nous a pas acheté tout de suite. Là, il est en train d'essayer de réfléchir. Mais ça, du coup, j'avais eu ce cas-là avec Maxime, où c'était le pare-feu du serveur qui était activé et qui bloquait ça. Donc j'attends ça, mais je pense que là c'est le cas. Donc, dans ce cas-là, on va sur le serveur, on va ici,
On va vérifier, donc sudo ufw hello. Alors, est-ce qu'il le prend à la volée ou pas? Non, je crois qu'il faut que je le reload. Sudo ufw. Je ne sais pas. Ah, on va déjà du coup pinguer, vérifier s'ils arrivent à se pinguer. Et l'autre. Ah mais j'ai pas regardé l'adresse de l'Ubuntu serveur. Lui il est à 50-128. Pourtant logiquement elle devrait être sur le même. On va vérifier ici si je ne me suis pas trompé. CustomNet V1. Ouais, ok, Nat. 50.128. Enfin, ah si, ça a mis un peu de temps, mais là il le ping, et l'autre côté. Et le ping, il y a eu un, il y a eu un délai. Il y a eu un délai. Voilà. Et là maintenant, j'ai refait ma commande. Là il l'a bien trouvé. D'où est venu le délai? J'avoue que là comme ça, à l'instant T, je sais pas trop ce qui a provoqué ce délai. Surtout que le pare-feu a priori n'était pas installé. C'était je pense que c'est VMware qui était un peu long à la détente. Il s'est perdu en cours de route. Il a mis un moment à retrouver la passerelle. Donc c'est ça. Mais sauf que le dossier est vers un réseau, comme pour un NAS où on monte une lettre vers un répertoire réseau ou vers un NAS ou même sur un Windows quand on monte un répertoire de partage directement à la connexion, c'est la même chose. Sauf que là c'est le protocole pour la reconnaissance sous Linux. Il y a c'est pas ceux que j'utilise, mais par exemple il y a des hyperviseurs pour pouvoir utiliser les ISO et installer les machines. Eux, ils les veulent pas directement sur l'hyperviseur eux-mêmes, ils le veulent par exemple sur un partage NFS. Et ils accèdent au partage NFS pour aller récupérer les informations. Donc c'est un petit peu plus lourd à mettre potentiellement en place que les deux qu'on va voir, où là on peut mettre directement les ISO directement dedans. Et donc là, normalement, si je vais dans CD MNT NFS client, j'ai bien mon fichier nfs.txt. Je peux faire un anneau et là j'ai pu l'enregistrer correctement. Bon. Après, le seul truc, je sais pas pourquoi, ce qui s'était passé avec Willy, il y avait un problème de reconnaissance d'utilisateur et du coup il s'était complètement perdu le NFS. Il a essayé de faire, et en fait il essaie de se repérer par rapport à un utilisateur qui était sur le serveur, mais qui du coup mais il essaie de le trouver en local et du coup il s'était mélangé. Et donc là normalement si je fais un ls-l, on voit bien que c'est bien Desk qui a bien les droits et tout quand même dessus. Il a récupéré les droits 770 du fichier automatiquement du partage qu'on a donné de l'autre côté. C'est pour ça que si par exemple là je passais en R en 750,
bah du coup je verrai toujours le répertoire NFS, par contre je pourrais plus écrire dessus, puisque le répertoire initial derrière est passé pour les autres qui ne sont pas serveurs et qui ne sont pas dans le groupe serveur à 5, donc en lecture seule. Donc il récupère les droits, mais c'est juste que je sais pas pourquoi pour Willy ça c'était pas. Il avait essayé de, au lieu d'utiliser l'utilisateur local qui s'était connecté, il avait essayé d'utiliser l'utilisateur qui était sur le serveur. Donc du coup localement il le trouvait pas. Donc pas pourquoi. entre les deux. Pourtant hier on avait réussi à pinguer, non? Ouais. Et t'as essayé de pinguer des deux côtés, non? Du desktop vers le. Ouais. Essaye de laisser tourner un peu la commande de ping du serveur vers le desktop. C'est à partir de ce moment-là que ça avait voulu marcher. Et encore, ça n'avait pas marché tout de suite. Donc lance-la et fais-la tourner un petit peu pour voir ce qu'il dit. Alors du coup, je vais refinir les trucs. Sudo mecdir /mnt/nfs client. Sudo mount 180 228 50 254 2./mnt nfs, c'est-à-dire le partage qu'on veut, vers le mnt nfs client, c'est-à-dire la cible vers lequel on veut envoyer. Et donc du coup, comme ça, on peut récupérer toutes les informations qui sont dans le répertoire NFS du serveur et vice-versa. Du coup, non, il faut le mettre aussi. Alors, je sais plus par contre s'il y a. Je crois que je le revérifie parce que du coup, je crois qu'il y a un petit truc à changer. Je crois qu'il faut mettre NFS à la place de XT4 et tout. Je vais revérifier tout à l'heure. Là, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? IPA à partir du desktop. Ouais, là, il est encore en recherche. Tu fais CTRL-C. C'est toujours CTRL-C, que ça soit sous Windows ou sous Linux, pour couper une commande. Ça, c'est peu importe le système, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre méthode Ici, là, si vous avez en desktop, vous avez l'icône de réseau ici. Vous avez filaire en haut à droite. Et vous avez paramètres filaire. Et là, si vous faites l'option du réseau, il va te donner ton adresse. Donc oui, tu peux le trouver en mode graphique. Mais c'est plus long, je trouve. Hein? Ah, c'est la petite comptée. Oui. Et donc là, tu retrouves les informations comme dans Windows. Et à partir de là, si on va sur IPv4, ben on peut le passer en manuel comme sous Windows en précisant une adresse spécifique et tout. Donc oui, effectivement, on peut, du coup, parce qu'on est en mode graphique, le retrouver. Mais il faut plus de clics, limite, qu'avec la ligne de commande. Si c'est juste pour vérifier l'adresse. Par contre, oui, si tu dois modifier l'adresse IP, ça peut être plus simple dans le mode graphique. Surtout si tu étais du coup en mode DHCP à la base. Puisqu'il va recréer le fichier correctement. Ok, donc du coup, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Là, c'est bon. Normalement, si le ping est passé d'un côté maintenant, si tu refais de l'autre, ça devrait remarcher maintenant. C'est pour ça que je te dis, moi, ça m'a fait le même cas, il avait eu un délai. Si tu repings ton serveur à part du desktop, normalement, ça devrait marcher. Non? Ouais. Mais je sais pas, là, c'est VMware, à mon avis, qui se perd quelque part. Je sais pas pourquoi, mais il a décidé de se perdre, il y a un blocage quelque part qui va dans un sens, mais une fois que le premier sens est passé, il redébloque l'autre aussi. Donc,
Du coup, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger. Quand on revient, on va juste faire le petit essai de rajouter un disque au volume physique et au volume groupe. On va le faire après manger. Et après, on passera du coup sur l'explication du routage par PF7. J'avais juste une question. Oui, vas-y. Sur le desktop, là, Ouais. comment on voit les fichiers partagés? Si on veut voir les fichiers partagés sur un desktop, vous avez ici en dessous de Firefox l'icône fichier. Et ici, vous allez dans Autres emplacements. Et là, ça vous affiche la racine de votre disque. Et du coup, une fois dans la racine, vous trouvez MNT. Et vous trouvez NFS client. Et dedans, vous trouvez les fichiers. Donc en fait, après, c'est un explorateur. La seule différence, c'est qu'il faut bien penser à aller dans Autres emplacements pour voir la racine. Il faut créer un fichier aussi et tout. On peut pas le voir en réseau. Non, parce qu'il a le NFS, il a besoin d'un point de montage, comme le Samba. Quoique, attends. NFS 2 points 50.254. Oui, non, forcément. Slash MNT slash NFS. Ouais, voilà, ce qu'il y a, c'est que là, du coup, comme il faut le sudo pour le monter, j'ai pas le. Il n'arrive pas à le monter directement. Mais théoriquement, on pourrait le monter de cette façon-là. Si je fais ici SMB 2 points MT Samba live, là il veut bien. Donc se connecter comme utilisateur enregistré, serveur ouais. Donc là il a trouvé quand même, il l'a repéré, mais pareil, il n'a pas réussi à bien le monter. Mais il y a, après, effectivement, un NAS, lui, il apparaît, on pourrait arriver à le trouver ici. Parce que des fois, il gère autrement. Mais la base, c'est. Pas juste taper Normalement, dans certains cas, tu peux, mais là, je crois que j'ai pas activé un truc. Parce que si j'étais en tant qu'anonyme, je pense qu'il voudrait essayer. Faudrait que je refasse un test. Faut taper SMB devant, on peut pas faire comme anti-slash. Est-ce qu'il arrive à détecter automatiquement qu'on est sur un. Non, faut lui donner le protocole. Lui dire si c'est du NFS ou du Samba. Enfin, je vais revérifier quand même. Hein. Je dis ça fait. J'ai plutôt utilisé avec les lignes de commande. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait le graphique, donc je faudrait que je refasse quelques tests. Peut-être tout à l'heure quand vous serez en train de tenter de mettre en place ce qu'on aura expliqué après manger. Je referai un test du coup pour vérifier. Au moins une petite recherche pour voir ce que ça dit. Ok, bon, on va aller manger pour l'instant, comme ça sera fait. On se retrouve à 13h à peu près pour continuer. Et ce fichier-là, je vais aller le mettre après dans le drive.